Précédemment dans le rêve de Champlain. La Pointe de Québec est en effet un lieu très intéressant pour établir une première habitation. Une seule année pour monter une colonie qui marche à profit. Pouvez-vous imaginer? When he was founding Quebec, Champlain was working these men very hard, and they didn't like it. Champlain fait face à une tentative de mutinerie. J'en ai assez du petit roi. On ne pourra pas être heureux ici tant qu'il ne sera pas mort et enterré. C'est ce que je pense aussi. Il est hors de question d'abandonner Québec. Champlain refuses to give up. De Saint-Champlain, il n'y a pas d'Amérique française. C'est un personnage mythique. Champlain's dream was, in one word, a dream of humanity. Nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de paix et l'esprit de collaboration de Champlain. Voici le portrait renouvelé et fascinant de l'homme. Toujours à la poursuite de son rêve, Samuel de Champlain cherche l'endroit idéal pour bâtir un nouveau monde. Un monde prospère où Amérindiens et Européens pourraient vivre dans un esprit de collaboration. Durant cette série, nous allons suivre ses aventures d'une toute nouvelle façon. L'historien américain David Hackett Fisher a consacré une partie de sa carrière à Samuel de Champlain. Son ouvrage, Le rêve de Champlain, nous fait découvrir son extraordinaire épopée. Son livre nous a inspiré cette série. Nous serons accompagnés par 3 correspondants sur le terrain. Vincent Leclerc sera en Europe et aux États-Unis, Charles Bender en Ontario et Fabienne Labbé au Québec. En studio, notre archiviste précisera certains détails importants. Nous utiliserons une ligne du temps pour nous situer dans l'époque et nous permettre de faire des allers-retours dans l'histoire. Plusieurs spécialistes de renom nous aideront à mieux comprendre les différents enjeux. Bon gravé, quel bon vent. Les nouvelles de France. Et mauvaises, à ce qu'on dit. Et alors? Rumeur, seulement une rumeur. Une erreur ou bien une mauvaise blague. On dit que le roi Henri a été attaqué, qu'il est mort. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas vrai? Impossible. Ce serait beaucoup trop tragique. Lorsqu'il apprend la terrible nouvelle, Samuel de Champlain refuse d'abord d'y croire. Le roi de cœur ne peut pas avoir été tué. Les détracteurs de la Nouvelle-France, encore puissants à la cour, auraient désormais le champ libre pour anéantir tous ses espoirs de nouveau monde. Il demeure donc sceptique. Pourtant, 2 ans plus tôt, c'est sa propre vie qui était en danger. À Québec, Champlain croit enfin avoir trouvé le site idéal pour implanter sa colonie permanente. En plus d'être situé au cœur du commerce des fourrures, il pourra être facilement défendu en fortifiant les berges aux endroits où le fleuve se rétrécit. Mais encore faut-il que la menace vienne de l'extérieur. L'hiver approche dangereusement. Champlain, qui connaît la violence de cette saison en Nouvelle-France, sait qu'il faut bâtir l'habitation de Québec à toute vitesse. Il impose donc aux colons un rythme de travail infernal dans des conditions difficiles. Bien rapidement, la grogne s'installe parmi eux. Le plus mécontent, c'est le serrurier Jean Duval. Il fomente un plan visant à tuer Champlain et à s'emparer de l'habitation de Québec, une mutinerie. Il réussit même à gagner l'appui de pas moins des 3/4 des colons. La veille du jour J, l'un des conspirateurs avertit Champlain du complot en échange de son pardon. Mais comment réagir en sachant que la majorité des colons se dressent contre lui? Champlain sait que les mutineries ont jusque-là détruit 3 tentatives de colonisation française. Pour que lui et la Nouvelle-France survivent, il lui faut tuer la révolte dans l'œuf, mais aussi rétablir l'ordre sans perdre le respect de ses hommes. Il décide donc de faire arrêter les mutins et d'organiser ce qui deviendra le premier procès connu de l'histoire de l'Amérique du Nord. Au terme du procès, 3 des conspirateurs sont condamnés à mort et renvoyés en France. Jean Duval, quant à lui, est pendu et Champlain fait placer sa tête au bout d'une pique sur la palissade du fort en guise d'avertissement. Champlain, avec ce geste aussi terrible que nécessaire, réussit à obtenir de ses hommes une loyauté qui ne sera plus jamais remise en question. Mais pour assurer l'avenir de la Nouvelle-France, il doit aussi gagner l'estime des siens.
Le premier hiver à Québec est particulièrement rude, autant pour les colons qui viennent à manquer de vivre que pour les montagnais qui font mauvaise chasse et qui sont en proie à la famine. Des familles montagnaises apparaissent sur la rive en face de Québec et appellent les Français à leur secours. Horrifiés de les voir si maigres et si défaits, les Français partagent le peu de vivres qu'il leur reste. Un dernier geste de solidarité avant l'hécatombe. Le scorbut et la dysenterie tuent les hommes un à un et ramènent les souvenirs du film d'horreur de l'île Sainte-Croix en Acadie. Sur 28 colons, seulement 8 survivent, dont Champlain qui s'en tire encore une fois sain et sauf. Le coup est dur, mais Québec tient bon en attendant le ravitaillement qui doit arriver de France au printemps. Et, petit réconfort, dans le malheur qui les a réunis, des liens solides se sont noués entre les colons et les survivants montagnais. Un appui qui s'avérera fort utile pour l'avenir de la Nouvelle-France. Avec la prolifération de la traite des fourrures, les conflits entre les peuples amérindiens sont de plus en plus fréquents. Pour Champlain, ce climat d'insécurité nuit au commerce et au développement de sa colonie. Pour ajouter au problème, Champlain apprend qu'en France, le monopole de la traite accordé aux sieurs de Mont n'a pas été renouvelé. Le fleuve Saint-Laurent sera donc bientôt rempli de trafiquants. Champlain doit donc d'abord et avant tout stabiliser rapidement la région. Il s'applique à consolider ses alliances avec les Montagnais, les Algonquins et les Hurons pour contrer les Iroquois. Parmi eux, les Agnies, mieux connus sous le nom de Mohawks. Champlain tente des pourparlers avec eux, mais rien n'aboutit. Les Agnies sont en guerre depuis la nuit des temps et ce n'est pas Champlain qui renversera le cours de l'histoire. Ces nouveaux alliés persuadent alors Champlain que le seul moyen d'imposer la paix aux Iroquois est de les affronter. Champlain participe à une expédition guerrière contre les Iroquois en 1609 parce que ça fait partie des conditions du traité de 1603. Il ne peut pas être un allié des Montagnais, des Hurons et des Algonquins et des autres sans les appuyer dans leur guerre parce que le nous qui s'est formé dans cette alliance suppose que on combatte côte à côte l'ennemi. The wars amongst the Indians were not introduced by the French, as some historians have mistakenly suggested. They go way back. Champlain ne veut pas tuer les Iroquois, lui. Lui, il veut faire du business, il veut faire des affaires. Il y a un projet, Champlain. C'est un homme de projet. Alors, il y a un projet de créer de la richesse. Sur la traite des fourrures à ce moment-là. Mais ça va s'ouvrir. Mais les Indiens disent non, non, non. Oh, non, non. Si tu veux qu'on fasse affaire, puis tout ça, on fait une parenthèse, on s'en va tuer les Iroquois. Champlain lance sa campagne dès l'arrivée du ravitaillement venu de France. Il part de Québec avec un groupe d'arquebusiers français et une flottille de canots comptant entre 300 et 400 guerriers amérindiens. L'embouchure de la rivière Richelieu constitue la porte d'entrée du territoire iroquois. En arrivant ici, un différend au sujet de la guerre divise les alliés amérindiens de Champlain. Et plusieurs veulent rentrer chez eux. Comme il veut forcer personne à le suivre, Champlain se voit perdre une partie importante de ses effectifs. Une énorme partie. Lorsqu'il remonte la rivière des Iroquois, il ne reste que 60 guerriers à ses côtés. Champlain et les 12 Français qui l'accompagnent sont les premiers Européens à poser les yeux sur ces terres. Ses alliés lui ayant promis que la route jusqu'aux Agnies était facile, il est très surpris de se retrouver ici devant les rapides de Chambly. Si les canots d'écorce peuvent se portager facilement, impossible pour sa chaloupe de poursuivre son chemin. Champlain se résout donc à renvoyer l'embarcation à Québec en invitant ceux qui le veulent bien à poursuivre en canot avec lui. Seulement 2 Français se portent volontaires. Champlain songe un moment à renoncer, mais sa détermination l'emporte. Il a promis son assistance à ses alliés et il ne va pas manquer à sa parole. C'est donc avec 2 Français et 60 Amérindiens que Champlain s'apprête à affronter des centaines de guerriers agnies sur leur propre territoire. Il fallait un courage inimaginable. Voilà déjà 2 semaines que Champlain navigue le grand lac d'où s'écoule la rivière des Iroquois. En y arrivant, il y exerce son droit de découvreur. Il lui donne son nom. Il s'agit, vous l'aurez compris, du lac Champlain. Il le traverse presque au complet avant d'arriver dans ce secteur où se serait déroulée la bataille de Ticonderoga.
On se bat à la manière traditionnelle encore, c'est-à-dire que chacun arrive et on se prépare à combattre le lendemain. Alors, toute la soirée, toute la nuit passe à chanter, à danser, à invectiver son adversaire. On se parle, on se traite des pires noms pour signifier qu'on se déteste et qu'on est prêt à se battre le lendemain. Durant la nuit, les guerriers agnés gravissent cet escarpement et construisent un petit fort dans cette clairière. Juste avant l'aube, les alliés de Champlain s'en approchent et lancent l'attaque. Environ 200 guerriers agnés sortent du fort en rang serré. Plusieurs d'entre eux portent des armures de bois pour les protéger des flèches. Les alliés de Champlain s'avancent à leur tour. Ils sont en sous-nombre, mais ils possèdent une arme surprise. Comme son arquebuse peut tirer 4 balles à la fois, Champlain abat 3 hommes, dont 2 chefs, d'un seul coup. Ses compatriotes ouvrent le feu à leur tour, un 3e chef tombe, et bientôt, les troupes agnés sont en fuite. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu une telle puissance de feu. Les Iroquois sont défaits. On pourrait dire probablement plus que surpris qu'humiliés parce qu'il y a quelque chose qui leur échappe. La guerre est en train de changer et ils vont mettre un peu de temps, mais ils vont apprendre rapidement. Ce secteur reste pendant des siècles l'un des lieux les plus stratégiques d'Amérique du Nord. D'ici, il est possible de surveiller et de contrôler la région où se rejoignent le lac Champlain et le lac Georges, 2 axes de transport incontournables. Le fort Carillon, que l'on aperçoit en bas ici, construit par les Français en 1755 et qui s'appelle aujourd'hui le fort Ticonderoga, témoigne encore de l'importance géographique des lieux. Et la bataille que Champlain mène en ce 30 juillet 1609 marque un virage notable dans les tactiques de guerre des Amérindiens. En effet, elle révèle l'extrême vulnérabilité des armures de bois et des formations serrées face aux armes à feu européennes. Et c'est suite à cet événement que les Amérindiens passent progressivement à la guerre d'embuscade. Plusieurs fois, il va revenir là-dessus. Les stratégies amérindiennes de guerre versus les stratégies françaises de guerre. Il ne comprend pas, les Indiens, comment les Indiens se battent. Et lui, il a la culture européenne des militaires européens. Alors, il veut se battre à l'européenne. Les Indiens disent « je vais te battre à l'indienne ». L'année suivante, Champlain reprend les armes à l'entrée de la rivière des Iroquois, l'actuel emplacement de la ville de Sorel. Avec 4 compagnons français et ses alliés amérindiens, il conduit un second raid contre les Agnés. Malgré cette blessure, les alliés Hurons, Montagnais et Algonquins, ainsi que Champlain, remporteront la victoire. Au cours des années qui suivent, les Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent reconnaîtront sa cicatrice à l'oreille et la toucheront comme s'il s'agissait d'un talisman. Après 2 victoires contre les Agnés, Champlain devient un personnage mythique. Champlain a lui-même illustré ces 2 batailles qui le mettent en scène. Ce sont les 2 seules représentations authentiques de son visage. Voici le portrait le plus connu de Samuel de Champlain. Mais il s'agit en fait d'un faux. Il a été peint en 1870 d'après une gravure où l'on y voit un contrôleur des finances qui n'a aucun rapport avec Champlain. Et puisqu'il n'existe aucune image qui nous permette de bien reconnaître les traits de Champlain, il est coutume de le représenter sous ses traits, qui n'ont pourtant jamais été les siens. Tandis que l'avenir de la colonie semble prometteur, en France, une terrible tragédie risque de tout faire basculer. Si le premier réflexe de Champlain est de se montrer sceptique, il doit bientôt se rendre à l'évidence. Le 14 mai 1610, le roi Henri IV succombe bel et bien aux blessures infligées par la lame de François Ravaillac. Ce catholique, fou de Dieu, n'en pouvant plus des politiques de tolérance religieuse du roi, il décide de prendre les choses en main. Il attaque alors le convoi royal et réussit à asséner 2 coups de couteau au roi. Le 2e va s'avérer mortel. Lorsque la nouvelle se confirme, Champlain est dévasté.
Il vient de perdre d'un seul coup son protecteur, son mentor et son ami. Et la Nouvelle-France, elle, venait de perdre son plus puissant défenseur. Beaucoup craignent le pire. Et, à la demande du sieur de Mont, Champlain revient en France en septembre 1610. Les 6 mois qui vont suivre seront parmi les plus sombres de sa vie. C'est une période de lutte et d'angoisse marquée par des revers autant en France qu'en Amérique. À la mort d'Henri IV, son fils Louis n'a que 9 ans. Il est officiellement roi, mais il est trop jeune pour régner. C'est sa mère Marie de Médicis qui prend le pouvoir. Marie de Médicis, d'abord, c'était une très belle femme. On peut le constater quand on regarde les représentations que Rubens a fait d'elle. Mais bon, le problème, c'est que Marie de Médicis, c'est une femme qui est une étrangère, c'est une Florentine, et elle n'est pas tout à fait acceptée par les Français. Sa grande obsession, c'est le maintien de la paix en France. Il faut absolument éviter le retour des guerres de religion. Il est vite clair que l'Amérique ne l'intéresse pas. Elle informe donc le sieur de Mont, qui est protestant, rappelons-le, qu'il n'appartient plus à la cour du roi. Son renvoi est un coup dur pour la cause de la Nouvelle-France. Oui, l'édit de Nantes est valide. Ça n'empêche pas la régente d'interdire aux protestants l'accès à la chambre du roi. Et si je ne peux plus me présenter à la cour? Peut-être que moi, je pourrais y accéder. Possible. Mais il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour l'Amérique dans le nouvel entourage royal. Et n'allez pas croire que vos ennemis ont disparu. Maintenant que tous ces marchands ont retrouvé la liberté de commercer à leur guise, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous tenir loin du pouvoir. Pas question pour eux de nous laisser mettre la main sur un nouveau monopole. Il ne faut pas baisser les bras maintenant. Il y a sûrement encore un moyen de faire gagner notre cause. N'ayez crainte. Je trouverai bien une solution. C'est à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, située en face du Louvre, que le 30 décembre 1610, Champlain met en œuvre sa fameuse solution pour avoir accès à la couronne. Il convie dans cette église un bon nombre de fonctionnaires, conseillers, marchands et hauts dignitaires autrefois attachés à la personne de son défunt roi et protecteur, Henri IV. Champlain a épousé Hélène Boullé, donc à la fin de l'année 1610. Hein, donc, il y a un problème parce que Hélène Boullé, en 1610, est très jeune. Hein, c'est une jeune fille qui vraisemblablement, en 1610, elle n'a que 10 ans. Samuel de Champlain, qui a environ 40 ans, célèbre son mariage avec la jeune protestante Hélène Boullé. Autre époque, autre mœurs. Le contrat de mariage stipule que les mariés devront attendre 2 ans avant de le consommer. Entre-temps, Hélène vivra chez ses parents. Cela dit, marier une femme si jeune n'est pas hors du commun à l'époque, et tout le monde est ravi, sauf la jeune Hélène que l'on marie contre son gré. Champlain, lui, est très satisfait de la situation. Pourquoi donc? Nicolas Boullé, le père d'Hélène, est huissier des finances du roi. Ce mariage offre à Champlain des appuis à la cour et dans le milieu des affaires de Paris. Il arrive ainsi à financer un autre voyage en Nouvelle-France. Champlain laisse sa jeune épouse aux bons soins de ses parents et traverse l'Atlantique pour la 11e fois. Le 21 mai 1611, Champlain est de retour à Québec. L'hiver fut l'un des plus rudes qu'on ait jamais connu, mais malgré tout, les 17 colons se portent bien. Champlain ne s'attarde pas à Québec et file tout droit en amont du fleuve Saint-Laurent. Il est pressé car il a un rendez-vous très spécial. Le lieu de rencontre est cette énorme barrière au trafic fluvial que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Rapide de la Chine. Je vous assure que jamais je n'ai vu un torrent déborder avec une telle impétuosité. Il est si dangereux qu'il est hors de la puissance d'un homme d'y passer un bateau, aussi petit qu'il soit. Infranchissable, c'est Rapide de la Chine. En arrivant, Champlain apprend avec stupéfaction qu'un Français les a déjà franchis. C'est le premier à l'avoir fait. Il s'agit d'Étienne Brûlé et c'est justement avec cet homme exceptionnel que Champlain a rendez-vous. L'année précédente, Champlain avait envoyé 4 adolescents français vivre chez les Amérindiens pour apprendre leur langue. On les appelle truchements, un mot qui signifiait à l'époque interprète. L'un d'eux s'appelle Étienne Brûlé. La politique des truchements, ça, c'est une réussite diplomatique incroyable. Parce que ces jeunes vont aller apprendre la langue, vont aller apprendre ce qu'est la culture huronne, algonquine, etc. C'est quoi le quotidien d'un Huron? Ils allaient vivre parmi ils allaient vivre avec les communautés amérindiennes. Ah, puis à l'indienne? Champlain, en 1610, il a beaucoup d'espoir de permettre la traite des fourrures
avec les Hurons. Et les Hurons, ils habitent au bord de la baie Georgienne, dans la région des Grands Lacs, et c'est un réservoir à fourrure. Donc, en 1610, Étienne Brûlé, qui est dans la colonie depuis 2 ans, devient le premier Français à mettre le pied en territoire qui deviendra l'Ontario. Aucun Français, aucun Européen a pénétré aussi profondément à l'intérieur des terres nord-américaines que Étienne Brûlé ne le fait en 1610. Champlain lui donne rendez-vous le 20 mai 1611 à l'entrée des rapides de Lachine. Mais Brûlé n'est pas au rendez-vous. Tant qu'à attendre, Champlain profite pour explorer les alentours de l'île de Montréal où, écrit-il, l'on serait capable de bâtir une bonne et forte ville. Juste en face, il remarque une autre jolie petite île qu'il baptise île Sainte-Hélène en honneur de sa récalcitrante épouse. Enfin, le 13 juin, Champlain voit arriver Étienne Brûlé en compagnie de 200 Hurons. Il leur demande de lui décrire leur territoire. Ils le disent truffé de rivières, de lacs et de forêts, jusqu'à une grande mer plus au nord. C'est la baie d'Hudson. Champlain croit que c'est un passage vers l'Asie. Il voudrait s'y rendre, mais se laisse convaincre par les Hurons d'éviter l'exploration de ce pays difficile et dangereux. Cependant, les Hurons veulent développer des liens commerciaux avec les Français et ils ont une proposition à lui faire. En 1611, il y a une invitation officielle. Donc, on invite Champlain à venir nous visiter dans notre pays. 2 ans après cette rencontre, Champlain part explorer la rivière des Outaouais. C'est lors de ce périple qu'il perd un instrument indispensable. Dans les écrits de Samuel de Champlain, celui-ci donne des coordonnées lors de sa remontée de 1613, la rivière des Outaouais. Et à partir d'un point qui correspondrait grossièrement à celui de Cobden, ces coordonnées deviennent bien moins précises qu'elles ne l'étaient jusqu'à ce moment-là. Donc ça, c'est l'outil que Champlain aurait utilisé autant pour naviguer que pour dessiner ses cartes. C'est un astrolabe nautique. Il existe des astrolabes de différents types. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour servir d'un astrolabe? On aligne l'œil et le soleil. On examine ensuite le cadran gradué qui fait tout le tour de l'astrolabe, qui nous donne 1 degré. Il faut ensuite se servir d'une liste de concordance ou d'un almanach, par exemple, qui permet de faire concorder selon l'heure du jour, selon la date, ce degré-ci au degré de latitude où on se trouve. Donc, c'est comme un GPS, mais c'est seulement un demi-GPS parce que c'est un instrument qui permet seulement de déterminer la latitude. Champlain doit donc poursuivre ses explorations sans son fidèle instrument. Mais si les relevés n'ont plus la précision à laquelle il nous a habitués, il parvient quand même à tracer un portrait assez fidèle de la région. Arrivé pas très loin d'ici, à l'entrée du lac du Rat-Musqué, il rencontre le grand chef algonquin Nibashi. À la surprise de Champlain, sa réputation l'a précédé et Nibashi sait qui il est. Et de le voir apparaître si loin de Québec convainc Nibashi de l'authenticité de toutes les bonnes choses qu'il a entendues sur Champlain. Après avoir scellé leur alliance par une tabagie, Nibashi fait franchir le lac à Champlain et le guide vers un portage qui le mènera à un lac beaucoup plus grand, le lac aux Allumettes. C'est sur cette plage que Champlain retrouve un chef de guerre algonquin dont la réputation rivalise avec la sienne dans la vallée du Saint-Laurent. Son nom est Tessouat. Les 2 hommes se sont déjà rencontrés 10 ans plus tôt lors de la grande tabagie de Tadoussac. Et Tessouat n'arrive pas à croire que Champlain ait pu le rejoindre jusqu'ici. Il organise sans tarder des célébrations en son honneur. Il emmène Champlain et ses compagnons sur l'actuelle île Morrison. On s'organise un grand festin qui dure une bonne partie de la nuit. Malgré cette bonne entente, Tessouat interdit à Champlain de poursuivre sa route. Il prétend qu'une nation de sorciers habite la région et tue les voyageurs. Tessouat didn't want him to go further for certain reasons. It might be because they were like middlemen between the Hurons and Champlain. Fidèle à son habitude, Champlain choisit de ne pas lui déplaire. Champlain ne se rend jamais jusqu'à la baie d'Hudson, mais son voyage lui permet d'explorer la vallée de l'Outaouais et de nouer des alliances avec plusieurs nations algonquines. D'ailleurs, il est grand temps pour lui de rentrer à Paris. Sous la régence de Marie de Médicis, les grands de l'Église catholique ont élargi leur pouvoir et leur influence en France. Il devient évident que le projet de Champlain et de Mont en Nouvelle-France ne pourra plus se passer de l'approbation de l'Église catholique.
Et ils en ont dit quoi de tout ça, les évêques? Eh bien, non seulement ils nous appuient totalement, mais ils nous aident même à financer la mission. Alors, les bons pères écolais iront réellement à Québec. Ah, voilà qui devrait gagner la sympathie du clergé à notre projet. J'y compte bien. J'ai du mal à y croire. Vous êtes réellement en train d'y arriver. D'abord, les nobles et les marchands. Et maintenant, les évêques et les cardinaux. Nous pourrons bientôt nous passer de l'appui de la cour. N'exagérez rien, mon ami. Nos appuis demeurent fragiles. Mais il est vrai que les relations de mon beau-père me facilitent grandement la tâche. S'il fallait que nos liens se brisent avec les hauts administrateurs de la cour, il faudrait recommencer tout ce travail depuis le début. Eh bien, en attendant, buvons à vos succès, mon ami. Et à la Nouvelle-France. À la Nouvelle-France. Délicieux. Oh, vous permettez? Bien sûr. Que se passe-t-il, de mon? On vous demande d'urgence. Il s'agit de votre femme, Hélène. Elle s'est enfuie. Personne ne sait où elle est. Bien. Lors du prochain épisode. Pour rejoindre ses alliés Hurons, Champlain doit faire route vers l'ouest. Il compte utiliser la même tactique que lors de ses 2 premiers affrontements. Mais l'indiscipline d'un petit groupe de ses alliés met toute la troupe en danger. Il a été blessé assez sévèrement. Il crée le désordre parmi les troupes de Champlain et permet aux Iroquois de revenir en force.